déflagration extrême, la combustion définitive, c'était le sexe, rien d'autre. Fin de la mystification. Claire Farrell l'avait compris quand, à l'âge de 9 ans, elle avait assisté à la dislocation familiale provoquée par l'attraction irrépressible de sa mère pour un professeur de médecine, rencontré à l'occasion d'un congrès. Elle l'avait compris quand, au cours de sa carrière, elle avait vu des personnalités publiques perdre en quelques secondes tout ce qu'elles avaient mis une vie à bâtir. Poste, réputation, famille. Vous venez d'écouter les premières lignes de Les choses humaines de Karine Thuil. Au programme aujourd'hui, sexe, pouvoir et consentement. Bienvenue dans la Voie des Lettres, épisode 34. Publié en 2019 et recevant cette même année le prix Interallié et le Goncourt des lycéens, Les choses humaines retracent librement une affaire de viol ayant eu lieu à l'université de Stanford, aux États-Unis, en janvier 2015. En rentrant de soirée au milieu de la nuit, 2 Suédois à vélo voient un jeune homme de 20 ans en train de violer une femme au sol derrière une benne à ordures. Le violeur tente de s'enfuir, mais il le rattrape et le plaque au sol. Dans Les choses humaines, les faits se déroulent à Paris et sont un peu différents. La première version que nous en donne la narratrice est celle d'Alexandre Farrell, étudiant à Stanford, revenu voir ses parents pour les fêtes de fin d'année. Aux États-Unis, Alexandre avait fréquenté les fraternités, ces clubs étudiants au fonctionnement secret. À 2 ou 3 reprises, il s'était rendu dans des sous-sols aménagés où des étudiants à peine majeurs attiraient des filles mineures, élues sur leur physique, leur offraient à boire avec l'espoir qu'elles acceptent de coucher avec eux en pensant qu'elles étaient là pour ça. Ce soir-là, à Paris, la fille choisie pour Rémi était une étudiante qui avait intégré une école de commerce correcte, une petite rouquine à l'air matois. L'année précédente, elle avait été nommée chopeuse d'or. Traduction, la moitié du campus lui est passée dessus. Pour Alexandre, ils avaient désigné Mila. Il n'avait pas osé dire qu'elle était la fille du compagnon de sa mère. Personne n'avait remarqué qu'il était arrivé avec elle. Dans ce vivier d'ingénieurs où la valeur se mesurait au CV, sa cote était basse. Elle paraissait timide, se tenait à l'écart, assise sur l'un des canapés, un verre d'eau à la main. Le genre d'ovni qui ne se sentait à sa place nulle part et était bien incapable de le cacher. Alexandre avait discuté avec elle, une fille gentille et pragmatique, sans être particulièrement brillante, qui disait aimer le cinéma et les séries. Ils avaient bu du champagne sur l'insistance d'Alex, car dans un premier temps, elle avait avoué qu'elle ne consommait pas d'alcool non cachère, et rapidement elle s'était sentie mal. Elle avait voulu prendre l'air et il l'avait accompagnée. Il avait encore en tête les mots de son père « Prends bien soin d'elle ». À proximité de la sortie du métro Anvers, il avait acheté du shit et de la cocaïne, et comme elle refusait de fumer dans le parc, elle avait peur, froid, et il l'avait traitée de petite nature, il lui avait proposé d'aller dans un local d'immeuble que connaissait le dealer, à côté. Il s'y était rendu rapidement. Là-bas, ils avaient fumé, il l'avait embrassée, puis il lui avait demandé une fellation. Il avait pris de la coke, ils avaient eu un rapport assez rapide, rien d'extraordinaire. Il avait récupéré sa culotte et, en sortant, il lui avait avoué qu'il s'agissait d'un bizutage. Elle s'était mise à pleurer. C'est là qu'il avait pris peur. Les larmes lui faisaient perdre ses moyens, il avait un peu paniqué. Il l'avait laissée au milieu de la rue et était retourné à la soirée, la culotte dans la poche. De retour à l'appartement, il avait beaucoup bu, un peu dansé. Il s'était affalé sur un canapé avec ses amis et une discussion avait mal tourné. Alexandre avait affirmé que la voie royale c'était développeur chez Google, mais Rémi s'était énervé. Chez Airbnb, il payait 180 000 $ annuels, alors il n'avait pas l'intention d'aller croupir chez Google, où on ne lui en avait proposé que 130. Quant à Uber, il leur avait presque raccroché au nez quand il avait entendu le salaire proposé, 110 000 annuels. Il ne faisait pas l'aumône. Finalement, Rémi avait conclu que le problème ne se poserait pas parce qu'il allait travailler dans un hedge fund, à New York, pour 250 000 $ qu'il pourrait doubler en bonus. Tout ça pour ça, avait conclu Alexandre, dans un état de tension insupportable. Et, au milieu de la nuit, il était rentré en taxi.
Il se sentait au bord du gouffre à présent. Il ne se souvenait plus très bien de la façon dont les choses s'étaient passées avec Mila. Il avait peut-être été directif et brutal à cause de la drogue et de l'alcool. Il n'était pas dans son état normal, mais c'était tout. Il s'en persuadait. En vain. Pourquoi ne parvenait-il pas à la sortir de sa tête ? Pourquoi revoyait-il cette fille en pleurs ? Est-ce qu'il avait été trop loin ? Il n'aurait pas dû l'amener dans ce local. Voilà ce qu'il se répétait, cherchant à oublier ce qui s'était passé à l'intérieur. Cela n'aurait pas dû arriver. C'était une sensation poisseuse. Il avala un comprimé de Xanax et se détendit rapidement. Avant cet élément déclencheur, le roman commence sur une introduction un peu longue qui présente les différents personnages. Alexandre est le fils de Jean, un journaliste politique proche de la retraite, autour duquel gravitent de sordides histoires d'influence, de sexe et de pouvoir. Claire, la mère d'Alexandre, est une brillante essayiste féministe qui use de la célébrité de son mari, de 27 ans son aîné, pour accéder à l'entre-soi culturel parisien. Au début du roman, Claire quitte son mari pour Adam, professeur dans un collège traditionnel juif. C'est la fille aînée d'Adam, Mila, 18 ans, qui est la victime du viol. Le lendemain de la soirée, elle se rend au commissariat avec sa mère pour porter plainte. Alexandre, qui devait retourner aux États-Unis pour finir ses études, est sommé de ne pas quitter le territoire le temps de l'enquête. Du fait du caractère très médiatique des parents d'Alexandre, l'affaire fuite dans la presse où elle déclenche une avalanche de réactions. 2 ans plus tard s'ouvre le procès Alexandre Farel. L'autrice nous plonge dans les coulisses de l'affaire, depuis les rencontres avec l'avocat jusqu'au tribunal des assises, en passant par le procès-verbal de la plainte de la victime. Dans plusieurs interviews, Karine Thuil conseillera aux auditeurs d'aller assister à un procès, ces moments graves et publics qui en disent long sur notre société. Elle avait lu les souvenirs de la cour d'assises, d'André Gide. Elle découvrait ce qui se révélait dans les prétoires, à quel point la justice humaine est chose douteuse et précaire. Un jour, un Égyptien d'une 60aine d'années était jugé pour avoir violé sur une période de 3 ans une 20aine de prostituées chinoises sous la menace d'un couteau. L'homme, que ses victimes avaient surnommé l'homme au couteau, vivait en France depuis de nombreuses années, ne parlait quasiment pas français. Les plaignantes non plus, si bien qu'il avait fallu faire venir des traducteurs. Le procès avait des accents kafkaïens. La traduction rendait les échanges lisses et académiques, quasi administratifs, quand les faits relatés étaient d'une violence inouïe. Les prostituées étaient originaires de l'une des régions les plus pauvres de Chine. Elles travaillaient dans le quartier de Belleville pour 30 € la passe, parfois moins. Le tarif le plus bas qu'on pût trouver si on acceptait les filles dopées au crack, qui étaient prêtes à s'offrir pour 10 € aux portes de Paris quand le manque était trop fort. Quadragénaires, les prostituées chinoises constituaient une main-d'œuvre bon marché par rapport aux filles de l'Est ou d'Afrique, à peine majeures, mieux cotées. L'accusé avait été un homme respectable, jadis, au Caire. Il avait eu un bon travail, une famille aimante. Pourquoi, comment, en France, était-il devenu l'homme au couteau ? Comment basculait-on ? Ce qui s'exprimait dans les salles d'un tribunal, c'était le récit d'existence saccagée. C'était la violence, les blessures d'humiliation, la honte d'être à la mauvaise place, d'avoir cédé au déterminisme, au désir, à l'orgueil, d'avoir commis une faute, une erreur de jugement, d'avoir été léger, cupide, manipulé, manipulable, impuissant, inconstant, injuste, d'avoir trop aimé le sexe, l'argent, les femmes, l'alcool, les drogues, d'avoir souffert ou fait souffrir, d'avoir fait confiance, par aveuglement, amour, faiblesse. La honte d'avoir été violent, égoïste, d'avoir volé, violé, tué, trahi, de s'être trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, de payer pour son enfance, les erreurs de ses parents, les abus des hommes, leur propre folie. La honte de dévoiler sa vie, son intimité, livrer sans conditions à des inconnus, de raconter la peur qui les intoxiquait, comme une seconde peau urticante, une perfusion venimeuse. La honte d'avoir gâché chacune de ses chances avec application. C'est à partir de là que le style de l'autrice trouve toute sa place.
Son écriture très factuelle, qui paraît un peu fade lors de la présentation des personnages, permet de décrire et retracer l'ensemble du procès, des déclarations des témoins au réquisitoire, avec un réalisme assez frappant. L'histoire qu'elle a choisi de raconter est très proche des faits réels, depuis le verdict du juge jusqu'à certaines interventions, reproduites presque mot pour mot. C'est tellement factuel qu'on ne sait pas où l'autrice veut en venir, et c'est à mon avis une des faiblesses de l'œuvre. Il faut écouter les interviews de Carine Thuil pour comprendre qu'elle accuse les violeurs de déni lorsqu'ils prétendent croire que la victime était consentante. Il n'y a pas pour elle de zone grise, le consentement doit être obtenu clairement et librement. Si ce message n'est à mon goût pas assez présent dans le livre, l'œuvre reste un récit prenant qui interroge et fait réagir. C'est après cette lecture que Yvan Attal a décidé de l'adapter au cinéma. Le film est sorti le 1er décembre 2021 et est toujours en salle. Je ne l'ai pas vu pour ma part, mais la critique semble bonne. Pour écrire le témoignage de Mila, Carine Thuil s'est inspirée de la lettre envoyée au juge par la victime de l'affaire Stanford, qui a préféré rester anonyme. C'est un long témoignage d'une dizaine de pages qui dénonce la culture du viol, notamment sur les campus universitaires, qui a bousculé la société américaine et qui a aidé à libérer la parole des femmes un an avant le hashtag MeToo. Après avoir ouvert l'épisode sur la version d'Alexandre, je vous propose donc de conclure sur un extrait du discours de Mila. Sur ce qui s'est passé là-bas, tu dis que nous n'avons pas vécu la même histoire. Mais au fond de toi, tu le sais. Tu m'as violée. Toi, tu dis partout que j'étais consentante, que nous avions trop bu. Ton père a parlé de 20 minutes d'action. Il a même utilisé cette expression. On est dans la zone grise. Mais c'est quoi, la zone grise, puisque je n'ai jamais été consentante? La zone grise, c'est une zone inventée par les hommes pour se justifier. Dire « les choses n'étaient pas claires, j'ai pensé qu'elles voulaient, je me suis trompé », et passer à autre chose sans avoir à se sentir coupable ni rendre des comptes pour le mal qu'ils ont fait. Ces derniers mois, depuis MeToo, je ne compte plus le nombre de filles qui racontent avoir été harcelées ou agressées sexuellement. Mais quand tu en parles autour de toi, quand tu cherches des témoignages sur Internet, c'est bizarre, aucun homme ne se perçoit comme ayant un jour harcelé ou agressé une fille. Moi, j'étais clair. Je ne voulais pas. Pendant tout le temps qu'a duré cette épreuve, j'étais tétanisé par la peur. S'il ne s'était rien passé, pourquoi est-ce que j'aurais été porté plainte? Est-ce que tu sais ce que c'est que d'aller dans un commissariat, au milieu de dizaines de personnes qui attendent, et d'entendre, quand vient enfin ton tour, ces questions horribles? Vous étiez habillé comment? Vous aviez envie d'avoir un rapport? Et la pire, vous avez joui? Pourquoi est-ce que j'aurais accepté ça? Pourquoi est-ce que j'aurais accepté, après ça, de me rendre à l'hôpital, en larmes, pour subir tous ces examens terribles? Tu ne sais pas ce que ça fait d'être nu devant des inconnus, d'écarter les jambes, imagine-toi 5 minutes, mets-toi à ma place, pour une fois. On m'a introduit plusieurs cotons-tiges dans le vagin, on m'a donné des médicaments, un traitement préventif du VIH, on a introduit des embouts dans mon sexe pour voir à l'intérieur, en commentant à chaque fois comme si j'étais une zone d'expérimentation, et on m'a donné une pilule du lendemain. On m'a fait des analyses pour déterminer si tu m'avais transmis une MST, le VIH. J'ai cru mourir de peur en attendant les résultats. Après tout, je ne savais rien de toi. Ma mère est venue me chercher. Je pleurais et je ne pouvais même pas marcher. J'avais l'impression d'avoir un poids en fer à la place du sexe. Ça pesait des tonnes. Il n'y avait plus que ça. Je me disais que plus jamais un homme ne s'approcherait de moi, que je n'aurais jamais d'enfant. Après plusieurs heures, j'ai enfin eu le droit de me doucher, et alors j'ai pleuré, et je frottais ce corps que je détestais. Je l'ai frotté jusqu'au sang, jusqu'à me faire un eczéma géant. Tu as vu les photos. J'étais une plaie vivante. Peut-être que moi, je n'ai pas tes mots ni ton langage. Toi, tu parles bien, tu es surdiplômé. On connaît même ton score en trail. Façon de dire, on ne va quand même pas détruire la vie d'un jeune homme qui a fait Stanford et est capable de faire 50 km en moins de 4 heures, pour cette nulle qui a redoublé sa terminale et n'est même pas capable de contrôler son poids. Mais mon corps a parlé. Je n'ai pas menti. Quand je suis sorti de l'hôpital, on m'a donné un vieux survêtement parce qu'on m'avait pris mes habits pour les prélèvements.
Tout le monde a été très gentil avec moi, et quand je suis parti, ils m'ont dit que je devais essayer de retrouver une vie normale. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est une vie normale. Une vie normale, c'est une vie sans violence. Je ne sais plus ce que c'est. Mais il y a pire que la violence, en fait. C'est ton mépris, et celui de ton père. C'est votre indifférence à ma souffrance. Quand tu dis que j'étais consentante, qu'on s'est mal compris, que c'était la faute de l'alcool et de la drogue, c'est quand tu dis partout que ta vie est gâchée sans te soucier de la mienne. Tout au long des auditions, et pendant les confrontations devant les policiers ou le juge, tu as nié. Tu as fait comme si j'avais été consentante, mais au fond tu le sais, tu m'as forcé. Tu as détruit ma vie, et je veux avoir une chance de me reconstruire. Mais pour cela, je voudrais qu'aujourd'hui tu reconnaisses le mal que tu m'as fait. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.